C'est un des rois du cirque. Il dirige le plus grand chapiteau du monde. Il a su inventer un cirque moderne qui bouscule les traditions, les codes du spectacle. Il a même su exporter le cirque français en Chine. Bonsoir Alain Pachery. Bonsoir. Vous êtes le fondateur, directeur du cirque Phénix, 5500 places sous votre chapiteau. Il se trouve dans le bois de Vincennes, à Paris. Ça fait 20 ans que vous faites rêver des générations de familles. Noël, c'est traditionnellement une bonne période pour vous. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. C'est souvent la période où on emmène les enfants au spectacle. Et le cirque est souvent le premier spectacle qu'un enfant voit. Même avec les gilets jaunes, les grèves, est-ce que ça a des conséquences pour vous sur la fréquentation? Je ne peux pas dire si j'aurais plus de monde s'il n'y avait pas les grèves, mais nous sommes déjà à plus de 350 000 places vendues, donc c'est une bonne saison. Ça n'a pas d'incidence directe? Ça en a peut-être que les séances sont un petit peu moins remplies. Il y a des gens qui ont des difficultés à arriver, mais la majorité des gens viennent quand même. Alain Pachery, vous êtes une personnalité incontournable du cirque. Pourtant, vous n'êtes pas du tout du sérail. On parle des familles Bouglione, Grus, Zavata. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du cirque? En fait, j'étais passionné de spectacle en étant jeune et je voulais absolument faire quelque chose dans le milieu du spectacle. Je ne savais pas quoi. J'avais eu la révélation en voyant Johnny Hallyday dans les années 63 à l'Olympia. Et puis, au fur et à mesure de ce que j'ai avancé, j'ai réussi à rentrer dans le spectacle, d'abord pour m'occuper d'orchestre, et puis il n'y avait pas suffisamment de travail en s'occupant que d'orchestre. Donc j'ai cherché à faire des spectacles de fin d'année, des fêtes de Noël, avec des artistes de cirque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Annie Fratellini et Pierre Etex en 81, qui m'ont fait découvrir un cirque différent déjà en 1981. Là, vous parlez de Johnny Hallyday, c'est quoi le rapport avec le cirque? Alors, aucun. Mais ça a été pour moi le premier spectacle, à part le spectacle de cirque où ma mère m'avait emmené, le premier spectacle que je voyais à l'Olympia, et j'ai été subjugué par les danseuses, par les lumières, par ce monde magique. Je suis ressorti avec des émotions, et puis quelques mois plus tard, j'ai vu Liza Minnelli, et là, ça a été la confirmation. Il fallait que je fasse quelque chose dans ce métier qui fait rêver. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on dit que vous n'êtes pas du sérail, et en même temps, j'ai découvert que votre grand-père, votre père, était du milieu, mais ça, vous l'avez su que très tard. Alors, j'ai pas connu mon père, très peu, il est parti, j'étais très jeune. Et puis une cousine qui a vu mon nom, elle portait le même nom que moi, elle a appelé chez moi pour savoir si on avait un lien de parenté. Et c'était une cousine germaine. J'ai pas connu mes grands-parents, elle avait connu nos grands-parents, et c'est elle qui m'a révélé, j'avais déjà 40 ans, que notre grand-père avait été trapéziste. Coïncidence étrange quand même. Peut-être que c'était un peu dans les gènes quand même. Est-ce que, quand on parle de cirque, on pense bien sûr aux trapézistes, aux clowns, mais on pense aussi aux animaux sauvages. La mairie de Paris voudrait les interdire. Je crois que vous, ça fait bien longtemps que vous avez décidé de ne plus travailler avec des animaux. Pourquoi? Alors c'est en 2002 que j'ai pris la décision d'arrêter les animaux, sauvages ou domestiques. J'ai décidé parce que j'avais un numéro extraordinaire dans mon spectacle, c'était un ourson cosaque qui passait sous le ventre du cheval au galop. Je l'avais engagé, j'avais la responsabilité de l'avoir engagé, j'avais fait un casting et je l'avais vu en Russie. Et à chaque représentation, je voyais la peur de cet ourson. Et j'assiste à tous mes spectacles. Et au fur et à mesure, je me disais quand même, la pauvre bête, qu'est-ce qu'il a peur, qu'est-ce qu'il a peur. Et à la fin de la saison, j'ai dit à mon équipe, c'est la dernière fois, je ne prendrai plus d'animaux. On va essayer de faire un cirque différent, sans animaux. En même temps, c'est vrai que pour ceux qui ne peuvent pas voyager, parfois le cirque, c'est le seul endroit où on peut voir des animaux sauvages si proches. Est-ce que vous comprenez ceux qui critiquent cette décision de la ville de Paris? Je dirais que ça, c'était un peu vrai. Mais maintenant, il y a quand même les zoos, il y a d'autres possibilités de voir des animaux. Vous savez, les animaux, on avait même mis des noirs en cage à un moment donné au cirque. Donc c'est pareil. On ne peut pas non plus accepter que des animaux soient en cage toute leur vie. C'est difficile pour les bêtes quand même. Un fauve, ça court à 70 km/h. S'il est en cage toute sa vie, il a beaucoup de douleurs. Donc tout ça m'a fait réfléchir et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et ça n'a pas du tout empêché finalement le succès que le cirque Phénix a connu. On va parler de l'origine. Votre premier chapiteau, on est en 99, coup du sort. Vous le voyez s'écrouler sous vos yeux. Racontez-nous. Eh bien, en octobre 99, on m'a livré le premier chapiteau que j'avais acheté. En décembre 99, tout le monde sait, la terrible tempête qui s'est abattue sur la France.
Mon équipe, à 6 heures du matin, m'a appelé. Moi, j'étais parti à minuit du chapiteau, il n'y avait pas de vent. À 6 heures du matin, l'équipe m'appelle, elle me dit « Alain, il faut venir tout de suite, le chapiteau va tomber ». C'est un réveil quand même un peu surprenant. J'ai pris la voiture, je suis parti, j'ai vu mes affiches passer sur le périphérique. Et arrivé sur la pelouse de Reuilly, mes confrères étaient déjà par terre, les smirmorques étaient renversés, mon chapiteau faisait ça, et dans un fracas énorme, il s'est écroulé. Et quand je l'ai vu tomber, je me suis dit, pourvu que je sois bien assuré. Et alors, est-ce que c'était le cas? C'était le cas. Mon assureur est arrivé très vite parce qu'il a entendu qu'il y avait un gros souci, et il m'avait fait cocher la croix, tempête. Ça La bonne case. La bonne case. Donc j'ai pu être remboursé, et quand j'ai vu mon chapiteau, je me suis dit, si je peux en refaire un, je vais l'appeler Phénix, parce qu'il renaîtra de ses cendres, et puis je vais le demander sans mât, ce que je n'avais pas pensé la première fois. Sans mât? Sans mât, c'est-à-dire pas de mât interne qui gêne la visibilité du public. D'habitude, les chapiteaux, on les pousse et on les tire après. On tire une toile autour du mât. Voilà. Et bien là, moi, j'aurais dit aux fabricants, j'aurais dit, voilà, on va refaire un chapiteau, mais je le voudrais sans mât pour pas que ça gêne la visibilité du public. Ils m'ont pris pour un fou au départ. Alors j'ai insisté, j'ai dit, mais enfin, à San Francisco, il y a un pont qui pèse des tonnes, qui est tenu par des câbles. Moi, je vous demande un petit morceau de toile, vous allez bien trouver une idée. Et ils l'ont trouvé, l'idée, et c'est le Phénix maintenant. Alors chaque année, le Cirque Phénix invite de nouveaux artistes qui viennent des quatre coins de la planète. Comment est-ce que vous sélectionnez les numéros? J'imagine que vous croulez sous les demandes, les propositions. Oui, on a beaucoup de demandes et puis je voyage beaucoup aussi. On fait les castings dans les pays, environ 1 an et demi à l'avance. D'accord. Et puis après, on crée le spectacle. Il y a le choix des costumes, des musiques, la mise en scène à faire, les créations lumière, corriger les numéros qui sont parfois peut-être que je trouve peut-être un petit peu trop longs parce qu'il faut beaucoup de rythme. J'ai un public très large, des enfants de moins de 3 ans. J'ai eu 18 mois hier à la séance. Et puis j'ai eu une fois un centenaire, donc j'en profite pour dire que j'ai un public de 18 mois à 100 ans. Donc j'ai un public très large et il faut qu'il y ait du rythme dans le spectacle. C'est quoi le secret d'un numéro réussi? La performance, du jamais vu? Alors, tout ça, c'est un peu mélangé parce que vous pouvez avoir un numéro de bar russe, par exemple, et que le voltigeur fait un quadruple saut périlleux. Même si c'est un numéro classique, la performance est extraordinaire. Et puis, vous pouvez avoir aussi quelque chose qui est moins performant, mais dans lequel il y a beaucoup de poésie et qui touche les gens. Donc, c'est un petit mélange de tout ça pour réussir un spectacle de cirque. Et puis, surtout, il faut entendre des hauts et des bas. Il faut être surpris, il faut être étonné, il faut être ému par certaines choses. Il y a un numéro qui vous a frappé particulièrement, que vous appréciez particulièrement? Oui, il y a un numéro qui m'a tiré les larmes. C'était en 2003, quand j'ai fait venir le cirque de Pékin. Il y avait une danseuse étoile qui faisait alors c'est compliqué parce qu'elle faisait des pas sur les pointes, sur son partenaire. Et elle finissait en pointe sur le crâne de son partenaire en faisant une renversée totale du corps. C'est-à-dire, il fallait qu'elle bascule le corps, les jambes en avant et tout le corps en arrière pour tenir en équilibre. Et à la fin du numéro, il prenait sa partenaire dans la main comme ça en pointe et il faisait le tour de la scène. C'est un numéro qui a bouleversé des centaines de gens et je me souviens avoir eu la directrice de l'Opéra de Paris dans la salle qui, à la fin du spectacle, est venue me voir, elle me dit, mais ce qu'elle fait, c'est tellement difficile déjà par terre, comment fait-elle pour le faire sur son partenaire? Est-ce qu'il pourrait venir à l'école de danse pour montrer aux enfants, aux élèves de l'école de danse leur travail? C'est ce qui a été fait dans la cantine de l'école de danse, ils ont fait le numéro, les gosses étaient bouche bée. Époustouflant. Alors cette année, votre spectacle met à l'honneur des artistes de Mongolie. Oui. Le spectacle s'appelle Les Étoiles de Mongolie. C'est un tout petit pays entre la Chine et la Russie, pas particulièrement connu pour son cirque. Comment vous avez c'est vrai. Alors, la Chine, 1,5 milliard d'habitants, au nord. Au sud, la Russie, 180 millions d'habitants. 2,6 millions la Mongolie. Et 2,4 millions à Paris, vous voyez. Et 2,5 fois la superficie de la France. Ça. Donc c'est vraiment un peuple de nomades qui se déplace à cheval, à dos de chameau et souvent avec sa yourte. Et j'ai été séduit par cette école de cirque de Mongolie parce que le directeur est venu me voir, avait demandé un rendez-vous par l'ambassade et il m'a expliqué que dans son pays il y avait une tradition, il y avait la yourte bien sûr, les gens se déplaçaient avec, et que peut-être au début du spectacle on pourrait commencer le spectacle en créant
en montant une yourte sur scène à vue du public. Et ça, l'idée m'a accroché au départ. Parce que je dis, c'est quand même une découverte. Voir quand même se monter une yourte, c'est quand même incroyable. Et ça, c'est un des personnages finalement principaux, la yourte de votre spectacle. Mais voilà, c'est l'ouverture du spectacle. Une dernière question très rapide. Bon, vous avez évidemment réalisé les cirques de vos rêves. C'est quoi le prochain défi? Le prochain défi, c'est Gaïa, la déesse de la terre. Ce ne seront que des femmes qui seront dans le spectacle et on va raconter, le sous-titre du spectacle c'est Garçons de piste, parce qu'on ne voit que des garçons de piste et jamais de femmes. C'est un spectacle où il n'y aura que des femmes. Magnifique. Et on va raconter l'histoire des femmes au cirque aux enfants. Eh bien alors nous serons là aussi pour le voir d'ici un an, c'est ça? Exactement, ce sera à partir du 21 novembre. Merci Alain Pachery, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle qu'on peut voir les étoiles de Mongolie en ce moment même, c'est jusqu'au 19 janvier, puis ensuite en tournée partout en France jusqu'à la mi-février. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la réforme des retraites, la situation qui s'enlise à la veille des fêtes de Noël. Le gouvernement misait sur une trêve, eh bien c'est raté. Axel de Tarlé et ses invités, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.